Rester debout par rapport à l'astral. Ici, l'astral qui va être question dans le cadre de cet enregistrement, je l'entends par rapport à tout élément qui retarde l'individu dans son évolution, tout élément qui se rapporte au plan planétaire et qui fait obstacle à l'intégration de l'intelligence cosmique, c'est-à-dire l'intelligence créative qui provient de l'esprit. Et par rapport à cet enregistrement, par rapport à tous ceux que je peux produire, l'important c'est de ne pas croire ce qui est dit, vérifier par vous-même qu'est-ce qui est réel ou non. Le point que je veux faire ici, c'est qu'un individu, dans le cadre de son processus de conscientisation, peut vivre des chocs et être mis en vibration par son esprit qui lui crée des événements oppositionnels pour l'amener à connaître certaines prises de conscience. Et là, par la suite, l'individu, une fois que les chocs sont vécus, qui amène de la clarté, qui confronte l'individu par rapport à ses croyances qu'il pouvait avoir, l'individu peut en venir à plein de réalisations, puis connaître une montée d'énergie en relation avec ça, mais par la suite, une fois que la période de crise ou de choc est dénouée, là, la personne, il faut qu'elle reste dans un état de lucidité pour pas être récupérée par l'astral. Et c'est sûr que l'individu, il faut qu'il soit capable de rester debout par rapport à l'astral, c'est-à-dire tous les éléments qui cherchent à l'amener à être retardé dans son développement, les forces anti-hommes, ce que certains vont appeler les forces sataniques, les forces anti-vie, les forces lucifériennes. Bref, tous les éléments qui empêchent l'individu d'actualiser son plein potentiel. Et pour rester debout par rapport à l'astral, c'est de ne pas céder à la peur, c'est pas de céder à le chantage, à la manipulation, à la croyance, au doute, aux préjugés. Et tout élément qui garde l'individu dans une vibration plus basse. Et c'est très difficile de rester centrique sur Terre parce que on peut régler certains problèmes. On fait face, par exemple, à une opposition d'une personne, on intègre ce qu'on a intégré, mais là, on peut être confronté à d'autres conflits ou d'autres événements adverses. Et c'est sûr que l'astral, par différents moyens, cherche à récupérer l'individu, mais en même temps, simultanément, on peut voir les oppositions qui sont mises en place dans l'existence par l'astral comme étant des opportunités pour l'individu de manifester une conscience qui est extrêmement centrique. C'est-à-dire, à faire face à plusieurs oppositions continuellement, la personne développe un centre de gravité qui est de plus en plus grandissant. Et des éléments qui lui créaient des stress très grands dans le passé, dans l'avenir, ça se peut que ça lui en crée moins. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret. Bon, suite à la menace d'un virus, on dit « Ah, là, on est rendu dans la première vague, ça peut créer un stress. Deuxième vague, ça peut créer un stress. Troisième vague, quatrième, cinquième. » Finalement, il y a tout le temps des vagues. Puis là, à un moment donné, quand la personne est rendue à entendre parler d'une sixième vague, puis une septième vague potentielle, ça se peut qu'à un moment donné, ça ne l'empêche plus de dormir. C'est sûr que si la personne a fait face à faire preuve de précaution en lien par rapport à un virus, elle fait ce qu'elle a à faire, mais elle tombe plus dans des jeux de réflexion, comme elle pouvait le tomber avant. Donc, puis il y a un effet d'habituation dans le sens que quelqu'un qui vit un accident d'automobile, puis en vient un deuxième, ça se peut que le deuxième, il sait comment se comporter. Il y a un accident, il va appeler sa compagnie d'assurance, ainsi de suite. C'est sûr qu'on peut dire aussi en même temps que chaque accident est unique. Et c'est pas parce que la personne a un accident d'être exposée à une vague d'un virus ou un accident d'automobile que la vague sera pas plus forte ou l'accident plus important dans la vie. C'est vrai. Mais en fait, ce que l'être humain a à faire pour rester debout devant l'astral, eh bien, c'est d'être capable de composer avec l'adversité au quotidien et auquel il peut être exposé, advenant le cas. L'individu qui est conscient, il ne cherchera pas à provoquer les conflits dans sa vie, il va chercher à avoir la paix. Par contre, si les conflits viennent à lui, il doit avoir la capacité de faire face à la musique. Et c'est sûr que je voulais mentionner en passant que l'individu qui se conscientise, il cherchera pas à glorifier la souffrance, en sens que
Quelqu'un peut dire qu'il a vécu des problèmes importants, comme moi, je peux dire, écoutez, j'ai été victime de violences physiques et psychologiques de la part de mon père quand que j'étais jeune. J'ai souffert dans mon passé. Par contre, c'est un constat. Il y a eu des événements qui ont eu cours dans ma vie. J'ai connu plusieurs difficultés personnelles. À un moment donné, le logement où je suis a été sinistré parce que le logement au sous-sol a pris en feu. Le logement ici s'est ramassé plein de fumée. Puis il a fallu que je sois hébergé pendant un certain temps dans un hôtel. Ensuite, j'ai eu des accidents d'automobile. Donc, j'ai eu différents pépins. Puis sans doute, vous aussi, vous avez été confrontés à différentes problématiques. Sauf que le point que je veux faire ici, ce qui est intéressant, c'est de faire l'étude des événements qui peuvent, dans une certaine mesure, nous amener à vivre la contrariété, puis monter en vibration, puis en capacité d'opposition avec l'esprit. Et un événement qui est oppositionnel par rapport à un ne l'est pas nécessairement par rapport à l'autre, et vice-versa. Tout est reçu selon la forme du récipient. Là, c'est un bel adage philosophique, mais qui décrit l'essentiel du rapport réflectif et de la subjectivité de l'individu à l'égard de l'événement. Donc, quelqu'un d'avoir été victime, avoir subi de la violence physique quand il est jeune, c'est très traumatique. Un autre, peut-être un peu moins. Par contre, la personne qui vit une rupture amoureuse, qu'il n'a pas choisie, lui va trouver ça plus traumatique que sa compagne le quitte, alors que la violence physique, non. Tu sais, tout varie d'un individu à l'autre. Un autre va trouver ça plus traumatique d'être sinistré. Un autre, ça avoir eu un problème de mal de dents où la personne a attendu plusieurs heures consécutives à l'urgence d'un hôpital. Donc, tout est en fonction de chacun et ça doit être respecté. Les gens n'ont pas à comparer. Ah, moi, est-ce que je souffre plus que l'autre ou pas? Ce qui est important, par contre, c'est que la personne observe par rapport à la nature de la souffrance, l'impact que ça a sur sa psyché. Puis regardez comment elle se comporte. Est-ce que par rapport à une souffrance, la personne va sombrer dans un état de dépression en lien avec elle, ou elle va rester debout par rapport à l'astral qui peut chercher à l'amener à se déprécier, l'amener à se sentir triste, etc. Est-ce que la personne va avoir comme comportement de monter en colère mentale dans un rapport de force qu'elle va générer avec son esprit en le contestant? Tu sais, quelqu'un qui vit de la souffrance dans sa vie, puis est conscient que la pensée vient d'ailleurs, puis que les événements sont programmés puis orchestrés par l'esprit, pour des raisons d'évolution, la personne peut être légitimée en ayant cette compréhension de dire, écoute, si les événements dans ma vie n'ont pas lieu par hasard, puis j'ai vécu cet événement-là parce qu'il y avait une raison que mon esprit a laissé l'événement arriver ou l'a même provoqué, on peut contester l'esprit si on comprend pas pourquoi qu'on vit cet événement-là pour avoir accès au savoir relatif à la raison pour laquelle on vit un événement et sa fonction dans sa vie ou dans la vie des autres de l'événement. Parce que l'esprit, c'est un principe d'intelligence. Donc, si, par exemple, on pose la question à l'esprit, j'ai été victime d'un sinistre, pourquoi que l'événement a eu cours? Il peut y avoir des raisons, c'est sûr qui implique le locataire d'en bas qui, par mégarde, a amené un incendie dans son logement. Peut-être que lui a fait preuve de plus de vigilance, moins de naïveté que tout va aller bien, tout est facile. Donc peut-être ça l'a amené à se densifier sur le plan vibratoire. Pour ce qui est de moi qui a eu l'impact de tout ça, l'événement m'a amené à être capable de m'adapter. Aller dans un... J'ai été temporairement dans un hôtel, ensuite dans un logement, le temps que le logement où j'étais, parce qu'il y avait de la fumée à l'intérieur, soit nettoyé. Donc, des fois, ça neutralise des craintes. Quelqu'un peut avoir peur. Si le logement passe en feu, qu'est-ce qui va arriver? La personne sait qu'avec la compagnie d'assurance, il y a un protocole pour qu'elle soit hébergée en urgence à un hôtel, puis par la suite dans un logement. Fait que dans le fond, des fois aussi, de confronter un événement choc se libère de formes de peur. Je vous donne un exemple concret. Dans ma famille, les gens se préoccupaient par rapport à ma grand-mère âgée de 98 ans, à savoir si elle attrape le fameux virus qu'on parle en cette période-là depuis l'année 2020. Aujourd'hui, en 2022, où est fait cet enregistrement. Donc, si ma grand-mère l'attrape, elle a 98 ans, puis elle a des problèmes cardiaques, elle a un pacemaker, donc elle a un appareil pour réguler le rythme de son cœur,
bon, ben la crainte que les membres de ma famille avaient, puis moi-même à un certain niveau, bon, ben si elle l'attrape, elle peut mourir. Donc, ça crée vu qu'elle est fragilisée au niveau du cœur, puis est avancée en âge, et ainsi de suite. Donc, l'une des craintes qu'on pouvait avoir, c'est par rapport à ça. Puis finalement, l'événement a fait, puis le concours de circonstances, de situation, a fait qu'elle l'a attrapé, puis finalement, elle est passée à travers. Mais tant que la personne n'est pas confrontée à l'événement, elle peut avoir de la peur puis de l'anxiété d'anticipation. Donc, même chose par rapport à certaines de ma famille que je connais qui ont eu le virus, ils avaient peur de l'attraper. Puis c'est sûr qu'en passant, que la personne ait peur ou ait pas peur de l'attraper, si la personne dans sa programmation c'est de l'attraper, elle va l'attraper ou s'il devient un événement adverse aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre en lien avec la psychologie évolutionnaire, la conscience supramentale que les gens peuvent avoir à intégrer au quotidien, c'est que tout est marqué, tout est su. Et des fois, on l'oublie. Moi-même, je suis le premier. Puis moi-même, la raison pour laquelle je fais l'enregistrement, c'est des points d'autothérapie que je fais dans ma vie à travers la parole que j'utilise à cette fin. Pourquoi que je prends la parole maintenant? La fonction fondamentale de ma prise de parole, c'est que j'ai vécu une période très tendue dans les derniers jours. Une période où je connaissais une tension énergétique très forte, là, tu sais, quand que ça fait plusieurs nuits que tu dors 4 heures par jour, parce que tu as un problème qui t'agite le mental par rapport à une personne, ben là, qui me préoccupait beaucoup, ça m'a grugé beaucoup d'énergie. Oui, je me suis fait astraliser dans de la réflexion. Je suis transparent avec vous, puis avec moi-même aussi. Mais par rapport à ça, le point, c'est que j'ai fait des constats de la naïveté, tu sais, que j'avais. Donc, et là, il faut que j'intègre les constats que j'ai faits, puis que je continue à fonctionner avec ces constats-là, même si la personne avec laquelle j'avais une divergence, un conflit, ça s'est résolu. On a trouvé un terrain d'entente. Mais le point, c'est que l'opposition m'a amené à réaliser certaines choses. Mais il ne faut pas que je me fasse réastraliser par la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cet enregistrement présentement. Si à un moment donné, quelqu'un qui écoute mes enregistrements et me dit « Regarde, telle chose, ça manque d'ajustement », si vous avez des critiques constructives, vous êtes les bienvenus pour les faire, mais pas des critiques destructives, là, ou quelque chose qui apporte rien de plus sur le plan vibratoire. Donc, c'est ça le point que je veux faire. Donc, des fois dans ma vie, je discutais avec Marc Delassalle quand je faisais des entrevues dans le passé, il m'ajustait sur certains points. Puis là, après ça, les jours passaient, puis voilà, un peu comme une corde de guitare, ça désajuste, je me désajustais. Puis je retombais dans la spiritualité, puis avec mon désir de vouloir orchestrer des programmations, je voulais faire de la visualisation créatrice, bénir pour avoir tout l'argent que je veux, la santé, etc. Puis c'est sûr qu'avec le temps, il y a des gens qui m'ont confronté sur ce point-là. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, je vous parle, je suis pas multimillionnaire, je suis confronté à des situations positionnelles. Puis la seule chose qui apporte vraiment une différence que je dois reconnaître, c'est la colère mentale par rapport à l'esprit. Une différence dans le sens que dans l'état de colère mentale, ça déloge l'état astral. Et si j'ai des insécurités qui sont pas fondées sur du réel, mais plutôt sur de l'anxiété d'anticipation, ben ça permet de les neutraliser puis de monter en puissance. C'est sûr que ça, c'est un point qui est utile dans le sens que pendant que la personne vibre à la colère, elle vibre pas à la peur, elle vibre pas à l'impuissance, elle vibre pas à la tristesse. Elle vibre à une volonté ferme de mise en action et la colère peut être convertie en puissance de volonté émancipatrice de l'astral et d'être à l'image d'un feu qui rayonne dans son environnement et qui vit dans un état où il y a de l'énergie qui est là. Autrement dit, la colère mentale, c'est un état d'être qui favorise l'actualisation d'une créativité, d'une capacité d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi-même pour régler des problématiques, donc une force de mise en action qui peut amener l'individu à aller
trouver en lui-même des réponses auxquelles il n'aurait pas accès autrement, car il n'aurait pas l'autorité vibratoire pour pouvoir accéder aux réponses. C'est-à-dire que la colère mentale donne une puissance d'interception psychique où il va aller recueillir des éléments utiles dans sa vie auxquels il n'aurait pas accès autrement dans l'optique de régler des problématiques. Et avec le temps, les choses auxquelles que j'ai à faire face dans mon cas, peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous, d'où la raison pourquoi que je fais des enregistrements, c'est être capable de composer à l'adversité et aux contrariétés du quotidien sur plutôt plusieurs plans. Puis l'incertitude permanente. Ouais, j'aurais pu faire une capsule là-dessus, le composer avec l'incertitude permanente parce que on se dirige vers des temps incertains. Au moment où j'ai fait cette capsule-là, il y a eu ce que certains appellent une crise associée à un virus. On se dirige plus vers une situation là, d'inflation, voire potentiellement une crise économique. Le coût de l'alimentation augmente. Il y a une guerre en Europe de l'Est. Ensuite, le coût de l'essence augmente. Bon, il y a différentes choses. Le coût de l'habitation au Québec augmente simultanément. Et c'est une période qui crée un climat d'incertitude, dans le sens qu'en moins de 2 ans, si on pense à la réalité québécoise, le litre d'essence a doublé. Il y a environ 2 ans, il était sous la barre de 1$. Avant la pandémie, il était peut-être à 1,15$. Ensuite, il est tombé à 95 sous. Ensuite, il est rendu à 2,15$ là, au moment où je vous parle à Montréal. Donc, ça crée de l'incertitude. C'est sûr que si le coût de l'essence double, puis ensuite les denrées qui sont transportées par camion, et aussi le coût de l'essence quand dans la production végétale, animale. Donc, c'est sûr que si la machinerie qui consomme de l'essence est utilisée dans le cadre de l'agriculture pour produire des poireaux, des carottes, est utilisée, la facture est tout le temps refilée aux consommateurs. Donc, on vit dans une période très incertaine. Et on peut le vivre, ça c'est au niveau collectif, on peut le vivre au niveau individuel. Moi, j'ai eu à composer avec le fait qu'il y a plusieurs jours, ma grand-mère de 98 ans était atteinte du virus. Et sa situation n'était pas formidable. Elle avait une bonbonne d'oxygène là, sur laquelle elle était branchée de par ses narines. Et elle avait une difficulté respiratoire. Donc, c'est sûr que si j'avais tombé dans la réflexion, j'aurais pu dire, vas-tu vivre, vas-tu mourir? Vas-tu vivre? Tu sais, quelqu'un peut réfléchir à ça 24 heures sur 24, puis s'épuiser, puis s'empêcher de dormir. Elle va dire, est-ce qu'elle va être encore vivante demain? Elle sera-tu encore vivante après-demain? Donc, c'est des jeux d'anxiété puis d'angoisse auxquels on peut être confronté dans notre vie, en lien avec la capacité réflexive. En réalité, la réflexion, c'est un élément qui occasionne beaucoup de souffrance et c'est une porte d'entrée sur l'astral. Donc, pour ce qui est de ma grand-mère, dans mon cas, j'ai tout dit ce que j'avais à dire avant que l'événement où ce que j'ai appris qu'elle était atteinte du virus arrive. Donc, j'ai dit que je l'aimais. J'ai dit que j'avais apprécié le fait que quand j'étais jeune, elle m'a aidé. Elle a fait du bricolage avec moi. Elle m'a appris des choses. Elle a fait preuve de générosité. Donc, j'ai eu un propos de gratitude à son égard alors qu'elle était vivante. Donc, moi, cette situation-là de savoir qu'elle pouvait mourir d'une journée à l'autre, ça me faisait vibrer un petit peu, mais pas tant que ça. Parce que j'avais tout dit ce que j'avais à dire. Dans ma tête, j'étais en paix par rapport à elle. Mais il y a d'autres choses qui me font vibrer. Donc, je vous donne un exemple concret. Donc, il y a quelques heures, j'ai appris que, dans le fond, il allait avoir une visite qui allait être faite chez moi par le courtier immobilier là, qui veut vendre la maison, où ce que je suis, où ce qui est situé mon logement. Puis là, c'est sûr que j'ai donné des consignes pour éviter que le chat se sauve du logement, si vous l'apporte. Je serais pas très content et ma compagne non plus. Mais c'est sûr qu'on pourrait essayer de me jouer sur l'insécurité à savoir, est-ce qu'il fera pas attention puis le chat va sortir du logement. Quelqu'un peut écouter ça de l'extérieur peut dire, c'est pas dramatique, ouais, mais c'est une valeur sentimentale par rapport au chat parce que ça fait au-dessus de 10 ans que tu l'as.
Tout est en fonction de chacun. Moi, ça peut me créer une certaine tension, mais bon, j'ai parlé de vive voix, puis il m'a dit qu'elle allait faire attention demain lorsqu'il allait venir dans le logement. Fait qu'il y a toujours des petites choses comme ça dans la vie. Ça, c'est un petit niveau de contrariété. Il y a des gens qui, en Ukraine, peuvent se faire lancer un missile sur leur maison du jour au lendemain. Là, c'est sûr que on s'entend, c'est pas le même niveau de menace, mais chaque personne est confrontée à différents niveaux des menaces. En fait, même quelqu'un qui sortirait sur la rue au Québec peut se faire frapper. Il n'y a pas besoin d'avoir peur d'un missile qui dévie d'une trajectoire ou ou de se faire mitrailler. Non. Quelqu'un qui sort de chez lui peut être heurté par une automobile. Toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais la conscience, c'est de composer que l'incertitude au quotidien, puis les plans nous lâchent pas. De la naissance jusqu'à la fin de l'existence, l'individu va être confronté à différents niveaux d'incertitude. Incertitude, ça peut être... quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il vit de l'incertitude parce qu'il ne sait pas comment il va arriver à la fin du mois. Puis quelqu'un qui en a beaucoup, il peut vivre de l'incertitude parce qu'il peut avoir peur de perdre son argent ou qu'il y ait un crash boursier. Donc, les gens qui soient très riches ou très pauvres peuvent vivre différents niveaux d'incertitude. Et peu importe le pays et la situation. Au niveau occulte, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'esprit, par rapport aux individus qui sont appelés à vivre le phénomène de la fusion, va chercher à amener ces gens-là à changer dans ce qu'ils sont. Donc, quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété ou qui a peur constamment, l'esprit va amener l'individu à confronter ses peurs, puis à neutraliser l'astral qui est derrière ses peurs, puis à monter en puissance. C'est ça le travail qui va faire l'esprit. Puis l'esprit aussi va amener l'individu à reconnaître l'intelligence des autres. Quelqu'un qui est très intelligent sur le plan intellectuel peut mépriser celui qui a moins d'intelligence intellectuelle ou moins de vocabulaire pour décrire la réalité. Et s'il fait ça, il pêche par orgueil, tôt ou tard, il va être ramené à l'ordre par l'esprit. Et c'est sûr que ça se peut qu'il y ait des gens qui aient une conscience très précise au niveau intellectuel, beaucoup de capacité d'abstraction, un vocabulaire très vaste, mais si la personne elle réalise les limites de son comportement parce que, à quelque part, c'est comme la personne qui sait plein de choses, mais finalement, elle n'est pas capable de changer un pneu puis elle a une crevaison. Bon, l'autre qui a des compétences mécaniques, mais peut-être pas un vocabulaire aussi sophistiqué, il va être bien content qu'ils viennent le dépanner. Donc, autrement dit, plus qu'on est intelligent, moins la personne est appelée à être orgueilleuse. Et elle est appelée aussi à apprécier l'intelligence des autres. Dans mon cas, c'est sûr que par rapport aux gens de mon environnement, je vais apprécier, par exemple, l'intelligence de ma belle-mère, donc la mère de ma compagne. À un moment donné, je parlais avec ma compagne, puis j'expliquais que il va faire chaud cet été, et là, j'avais pas de climatiseur, puis là, j'ai dit, je pourrais en acheter un. Puis là, elle dit, ouais, mais pourquoi que tu prends pas le climatiseur de ta grand-mère, vu qu'elle est rendue en résidence de personnes âgées? Et l'idée était bonne. Elle a soulevé un point intéressant. J'ai demandé l'autorisation à ma grand-mère et j'ai pris son climatiseur. Après tout, rendu en CHSLD, elle n'a plus besoin de climatiseur chez elle. Elle réside plus là. Mais cette idée-là n'était pas venue par moi-même. Donc, c'est son intelligence qui m'a donné accès à ça. Et ça m'a amené à apprécier son intelligence très pratique. Donc, tout ça pour vous dire que comme l'avait déjà dit Bernard de Montréal, on n'est pas intelligent tout seul et il n'y a pas tard. Mais ce que je voulais dire dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, ce qui est vital présentement, c'est de se tenir debout devant l'astral parce que tabarnak, il va y avoir, il y en a déjà plein d'oppositions et on s'en va vers une zone de tension collective très grande, dans le sens que les gens, les salaires augmentent pas nécessairement en proportion avec l'inflation.
Ensuite, il y a des pénuries à différents niveaux. Donc, à un moment donné, c'est une situation tendue auquel on se trouve présentement. Il y a eu des fermetures de commerce, des bars, des restaurants. Donc, une tension sociale qui est là. C'est sûr que par rapport à ça, pour faire face à la tension, c'est d'être capable de convertir l'énergie qui nous fait vivre la tension comme en puissance d'opposition pour amener le double, l'esprit, la contrepartie cosmique individuelle à répondre à nos besoins. Autrement dit, si je souffre d'une condition, je conteste l'esprit pour que le problème se règle, qu'il me donne l'intelligence de la solution. Ou s'il n'y a pas de solution à être appliquée, l'intelligence de pourquoi une condition donnée, je la subis dans le temps. Donc, c'est ça le point que je fais. Sinon, en fait, ce que je voulais dire, c'est de regarder aussi comment que les individus en situation de crise, de pénurie, peuvent s'en sortir. Donc, l'intelligence qui vient de la nécessité. Au niveau de l'esprit, il est très bon là, de créer des situations où la personne est obligée de sortir de sa bulle. Moi-même, j'ai été obligé de sortir du logement que j'avais. Quand il a été sinistré, il y avait plein de fumée ici, c'était plus vivable. Donc, il a fallu que j'aille ailleurs. J'ai pas le choix de sortir de ma bulle. C'était imposé à moi. En tant qu'ego, est-ce que j'aurais choisi ça? La réponse, c'est non. Est-ce que l'événement m'a changé? Oui. Parce que ça m'a amené à réaliser que tout ce que je peux prendre pour acquis, que ça va bien dans mon logement, que ça va bien au niveau amoureux, etc., tout ça là peut être appelé à changer sans préavis. C'est un petit peu comme, par exemple, on va voir des fois là, des documents là, qui se rapportent à des produits et par rapport à une offre qui est faite et c'est marqué « Les tarifs peuvent changer sans préavis ». C'est la même chose avec l'esprit. Toutes les formes sont mutables. Donc, c'est ça. Écoutez, à un moment donné, c'est ça. J'ai été un bout de temps avec ma compagne, sans préavis. Je m'en doutais un peu. À un moment donné, il y avait comme un peu plus de tension. Ma compagne m'a laissé. Ensuite, mais ça, c'est sans préavis. Elle est revenu avec moi. Ça, je m'y attendais pas. Fait que ça va dans tous les sens. Si on réfléchit l'événement, que l'événement est négatif parce que quelqu'un quitte un autre alors qu'il n'a pas voulu ça, puis que l'autre est positif parce qu'il revient, la réflexion de l'ego crée une polarisation de l'événement. Alors que si l'individu est détaché, puis il dit « on verra », là, il est neutre par rapport à l'événement. Et là, ça l'empêche de vibrer émotivement. Parce que si la personne vit une rupture, puis la personne vibre émotivement parce qu'elle se sent victime, elle se sent délaissée, elle vit une forme de tristesse, elle dépense de l'énergie. Elle peut se faire astraliser par rapport à ça. Mais c'est sûr que c'est facile à dire de rester neutre par rapport à une rupture amoureuse ou un sinistre ou différentes choses. Moi-même, par rapport à ces événements-là, j'ai pas été neutre. Mais d'avoir compris que tous les événements servent, c'est sûr que ça aide à faire face à l'événement, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir par en dedans pour avoir une explication spécifique par rapport à l'événement vécu. C'est quoi la fonction dans sa vie? C'est quoi qu'on a à comprendre de l'événement? Comment que l'événement peut participer à notre développement? Et là, ici, je parle pas de faire de la rationalisation psychologique. Je parle plutôt de communiquer à l'intérieur de soi avec son esprit. Donc, tu sais, si la personne a réfléchi en disant « Ah, c'est un mal pour un bien » ou ça va m'aider à faire preuve de détachement. Ça, la personne peut réfléchir, puis oui, elle peut recadrer l'événement psychologiquement, puis ça donne un certain résultat. Mais moi, ce que je parle pour aller chercher le résultat fondamental qui va donner la ligne directrice de la nature de un événement dans son fondement occulte en apparence, donc dévoiler la nature de l'événement par rapport à l'esprit, c'est poser la question à l'esprit, pourquoi j'ai tel problème de santé? Puis là, s'il y a un silence, eh bien, c'est capable de monter en vibration puis revenir à la charge, puis jusqu'à temps que la personne ait une réponse. Mais ça se peut que la réponse, ça fasse pas son affaire. Et si la réponse est confrontante puis elle fait pas plaisir à l'ego, parce qu'elle dit pas qu'il est beau puis qu'il est fin, là, ça peut devenir intéressant. Mais ça peut être des choses aussi bébêtes que de dire, c'est pour t'apprendre à être libre de la forme, à te détacher.
Donc, ça peut être la forme d'un couple, ça peut être la forme d'un logement, et ainsi de suite. Ça peut apprendre à faire primer le principe de la vibration avant la forme. Ça peut donner plusieurs choses. C'est du cas par cas et c'est en fonction de chacun. Et c'est sûr que l'idéal aussi, c'est que c'est la personne qui entre en contact elle-même avec son esprit pour comprendre le sens d'un événement ou d'un problème de santé chronique. Parce que si un autre donne de l'explication à une autre personne et que c'est une explication qui est erronée, parce que teintée de sa subjectivité, ben, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça peut désinformer l'autre. Et puis en même temps, ben, ça le garde dépendant. Tu sais, si quelqu'un fait une lecture vibratoire à l'autre, pourquoi qu'il perd le logement, puis la personne n'apprend pas à communiquer directement avec son esprit pour avoir l'information, ben, ça le garde dépendant. Puis là, par la suite, il y a un autre sinistre qui va poser la question à une autre personne, un problème de santé, une rupture amoureuse, et ainsi de suite. Tu sais, on peut tout le temps se référer aux autres, mais il faut qu'éventuellement la personne se réfère à elle-même et si dans sa programmation, c'est de vivre la fusion, elle n'a d'autre choix que de se référer avec elle-même et acquérir une autonomie psychique réelle. Et même si elle ne veut pas subjectivement, elle ne pourra pas faire autrement parce qu'elle n'aura pas le choix, parce que son ego va être mis en échec par l'esprit qui va avoir une ascendance sur elle en tant que personne qui réfléchit. Parce que l'intelligence réflexive illimitée est en relation avec du mémoriel qui relie la personne au passé, alors que l'intelligence vibratoire, c'est une intelligence qui est créative. Et ce qui est créatif a toujours une ascendance sur ce qui est mémoriel. Pourquoi? Ben parce que ce qui est créatif est capable de se renouveler, tandis que ce qui est mémoriel ne se renouvelle pas. Autrement dit, ce qui se renouvelle a une capacité d'initier des nouveaux mouvements, tandis que l'autre, c'est juste d'adapter. C'est un jeu défensif. Comment dire? Celui qui a l'avantage sur l'autre, un peu comme un joueur d'échecs expérimenté qui a toujours un coup d'avance sur l'autre, c'est l'intelligence créative parce que lui, il voit les différentes choses venir puis il est capable d'amener quelque chose de nouveau. Alors que l'autre qui n'est pas capable d'amener quelque chose de nouveau, il n'est pas capable d'anticiper une nouveauté pour y faire face. Il peut être confronté à une nouveauté, l'intelligence astrale va s'adapter par rapport à ça puis ensuite récupérer la forme pour astraliser l'individu puis faire d'une instruction supramentale de la connaissance que la personne va mémoriser. Puis la personne peut délaisser une religion pour mieux se relier psychiquement à la mémoire d'une instruction, puis devenir les disciples d'un initié au lieu d'être les disciples d'un maître spirituel ou de Jésus ou du Messie. La personne canalise son énergie autrement, mais si la personne est consciente qu'elle se fait récupérer dans un rôle de disciple spiritualisé à l'égard d'un instructeur supramental, la personne va être capable de s'en dégager puis faire des mouvements de force par rapport à ça. Donc, puis être capable de se détacher des enregistrements, pas vivre d'insécurité, c'est séparer des livres ou des enregistrements, ainsi de suite. Puis être capable de s'auto-générer dans sa parole, faire ses crises d'enregistrement par rapport à elle-même si on a le besoin de vibrer de la parole. La personne est capable, qui vit une forme d'autonomie, à se donner elle-même toutes les réponses à toutes les questions qu'elle peut se poser dans sa vie. Parce que, à quelque part, elle est consciente que la pensée vient d'ailleurs. Donc, si la pensée crée des questions dans la conscience, eh bien, on peut contester la pensée derrière la question pour l'amener à nous donner la réponse. Parce que la pensée qui questionne génère des formes, mais on peut générer des formes dans une autre direction. On peut contraindre la source à se manifester créativement par rapport à soi pour résoudre des énigmes qu'elle met en place dans notre vie. Ben oui. On peut être des judokas psychiques. Tant que la personne est soumise à l'esprit, elle subit une programmation et ses dictats. Lorsque la personne monte en colère, en puissance d'opposition, et elle a une volonté qui est le résultat de la conversion de l'énergie de la colère transmutée en puissance oppositionnelle, eh bien, à ce moment-là, elle peut s'opposer à l'esprit. Et si elle s'oppose à l'esprit puis a une volonté inversement proportionnelle à celle de son esprit, elle développe à ce moment-là une capacité de ne plus subir les dictats de l'esprit et de s'unifier à lui, car à ce moment-là, elle a un taux vibratoire similaire au sien, ce qui l'amène à connaître une compréhension intégrale de la raison pour laquelle elle a vécu des oppositions. Mais tant qu'il y a un décalage vibratoire entre l'esprit
et l'individu en tant qu'égaux ou en tant qu'âme, l'individu vit une forme d'incompréhension par rapport à l'esprit, parce que son taux vibratoire est plus bas, donc il ne peut pas comprendre, saisir la portée et la profondeur des ajustements que vise l'esprit à lui faire de la perspective de son intelligence, étant donné qu'il n'est pas capable de percevoir avec clarté l'intelligence de l'esprit à 100%. Tant que l'individu n'est pas totalement un avec l'esprit, il subit l'esprit, puis il doit monter en intelligence par rapport à l'esprit. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à l'esprit en tant que contrepartie cosmique de l'individu, c'est qu'il ne fait pas de cadeau. L'esprit, c'est intelligent, c'est intransigeant aussi. L'esprit va imposer des conditions. Et par rapport à ça, l'esprit ne va pas s'abaisser au désir de l'ego et jouer l'heureux de l'astral. L'esprit, bon, il peut chercher à manipuler l'individu pour tester sa naïveté, mais l'esprit va tout le temps veiller à faire évoluer l'individu. Et l'esprit amène l'individu à s'élever pour qu'il égalise son niveau. Donc l'esprit ne s'abaisse pas sur le plan vibratoire. D'ailleurs, il œuvre à partir d'un plan de réalité qui est au-delà de la matière, qui est au-delà de la dimension physique, mais qui est lié psychiquement à l'individu, qui interagit sur le plan matériel avec d'autres êtres vivants à travers son corps biologique. Donc, tant que l'individu n'est pas aussi intelligent que l'esprit, il subit la programmation. Lorsqu'il devient aussi intelligent que l'esprit, il comprend l'intelligence de sa programmation. Et là, à ce moment-là, il ne s'y oppose plus. La boucle est bouclée. Encore là, est-ce que l'individu qui a conscience de l'intelligence de l'esprit s'y oppose plus parce qu'il comprend pourquoi telle chose arrive? Ça mène pas une zone de soumission? C'est une bonne question à poser. Et là, vous voyez, je tombe un peu dans un vide, une forme de réflexion, parce qu'il faudrait que je monte en vibration pour aller le chercher, l'information. Est-ce que je vais être capable de faire ce saut en hauteur présentement? C'est une bonne question. Mais là, je commence à tomber dans une zone d'hésitation. Mais est-ce que... Je vais essayer de le parler vibratoirement puis monter en vibration. Et ça, quand que vous voyez que ça bloque, ben il faut monter. C'est pas évident. Est-ce que lorsque l'individu réalise l'intelligence de l'esprit, la boucle est bouclée et à ce moment-là, il ne s'oppose plus par rapport à la condition de l'esprit parce qu'il réalise que c'est ça? Ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'individu qui monte en intelligence peut s'opposer à une condition de l'esprit qui lui est imposée en ce passé parce que à ce moment-là, c'est le temps que la condition qu'il subit prenne fin étant donné qu'elle n'a plus de fonction adaptative, étant donné que l'individu est adapté à une situation, une circonstance. Autrement dit, quelqu'un, par exemple, qui souffre de privation ou de pauvreté, pour des raisons d'ajustement vibratoire, bon, ben si l'individu fusionne avec l'esprit, il peut contester les restrictions financières qu'il connaît et lui demander d'avoir un mode de vie décent. Et si le mode de vie ne cherche pas à contraindre l'ego pour l'ajuster, à ce moment-là, l'esprit est obligé de convenir que c'est intelligent que l'individu ait accès à plus de ressources financières, étant donné que lui, en tant qu'esprit, il va pouvoir bénéficier d'un ego ajusté qui va gérer efficacement les finances dans l'optique de se manifester créativement. Mais là, ce que ça me dit, c'est qu'au niveau financier, l'individu va avoir accès à un potentiel financier qui est à la mesure de qu'est-ce qu'il peut générer sur le plan physique en relation avec qu'est-ce qui est intelligent qu'il vive. Mais si je pose la question, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui conteste le fait qu'il est multimillionnaire va lui permettre de devenir multimillionnaire? La réponse, c'est non. Par contre, s'il est mandaté par l'esprit pour accomplir quelque chose, et son mandat, c'est de mettre en place plusieurs technologies sur la Terre et qu'il a besoin d'argent pour pouvoir les déployer à la surface du globe. Donc, un peu comme Stark, là, qui va être dans la télésérie des Marvel, là, qui va être Iron Man, là, l'homme multimillionnaire qui est riche, qui est un petit peu l'archétype d'Elon Musk qu'on a ici. Dans le contexte présent, là, qui possède plusieurs technologies, donc les autos électriques Tesla, avec les entreprises presque autonomes avec des robots. Ensuite,
le Neuralink qui va lier les gens avec un ordinateur. Ensuite, SpaceX pour envoyer des gens sur Mars. Donc, si la personne, au niveau de l'esprit, a à mettre en place plusieurs technologies simultanément, l'esprit va s'organiser pour que la personne soit multimillionnaire. Par contre, est-ce que c'est l'esprit qui est derrière Elon Musk? Ça, c'est un autre sujet, parce qu'il peut y avoir des forces astrales qui vont chercher à financer des individus puis s'organiser qu'ils soient riches parce que ils vont chercher à amener ces individus à introduire des technologies de contrôle au sein de la population mondiale pour maintenir leur emprise sur lui. Tandis que l'esprit qui va chercher à amener le développement ou le déploiement de certaines technologies, ça ne sera pas dans une optique de rendre l'être humain esclave, mais ça va être dans l'optique de rendre l'être humain un plus grand vecteur d'énergie sur la Terre qui va permettre une évolution créative. Et est-ce que des gens qui véhiculent de la technologie peuvent être confrontés à de l'astral puis à de l'esprit, puis connaître des mouvements ambigus? La réponse est oui. Puis aller dans une direction puis dans une autre en fonction de la fluctuation vibratoire? La réponse est oui. On peut regarder ce qui s'est passé dans les derniers jours avec Elon Musk. Donc, Elon Musk qui va acheter Twitter, une grande quantité d'actions pour, de ce que je comprends, être l'actionnaire majoritaire et pour permettre aux gens de s'exprimer librement sur ce réseau social. Bon, plusieurs personnes étaient contents. Enfin, il va nous libérer. Il va restituer la liberté d'expression. Puis finalement, on apprend qu'il recule par rapport à la transaction. Donc, finalement, on fait miroiter qu'il va être là pour sauver et restituer les libertés individuelles, si on croit à ça. Puis finalement, il recule. Il y a des forces qui l'ont amené à reculer. C'est intéressant à regarder. Mon but, c'est pas d'explorer Elon Musk, bien que c'est une personnalité publique qui m'amène à le commenter, un peu comme on peut commenter des politiciens. Mais le point que je veux faire, c'est que différentes forces avec différents agendas qui complexifient les choses. Mais fondamentalement, ce qu'on a à faire en tant qu'individu, c'est de s'occuper de sa vie puis d'être bien dans sa peau. Puis de comprendre pourquoi qu'on vit des situations qui peuvent être d'abondance ou de privation. Puis moi, avec les années, je suis toujours sur les gardes par rapport aux bonnes nouvelles qui est annoncées, là. On nous annonce, vous allez être plus libre, vous allez voir, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Comme là, présentement, au moment où je vous parle, eh bien, le port du masque n'est plus obligatoire au Québec. Il y a plus aussi le passeport lié à l'injection. Donc, les différentes mesures ont tombé. Mais, moi, avant de me réjouir, je vais attendre, comme j'expliquais avec quelqu'un récemment, j'ai dit, je vais attendre qu'il se passe au moins 1 an, sans mesure. Parce que au Québec, présentement, on est en période électorale, c'est-à-dire dans moins de 6 mois. Il va se tenir des élections, c'est-à-dire pour le mois d'octobre. Et par rapport à ça, ce que j'ai à dire, les membres du gouvernement, ils ont intérêt à faire plaisir au peuple, à leur dire que ça va bien dans le réseau de la santé, que là, on peut diminuer les mesures à cause qu'ils font une bonne gestion en lien avec la crise actuelle puis le virus. C'est des gens efficaces, puis grâce à ça, ils peuvent réduire les mesures, puis c'est grâce à leur bonne gestion, et ainsi de suite. Ils peuvent nous chanter un discours comme ça, ou diminuer les mesures en sous-entendant que ça va très bien pour eux dans la gestion de crise, etc. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'ils ont un agenda électoraliste. Moi, j'ai l'impression que les mesures vont venir en force à partir du mois d'octobre. Une fois que les membres du gouvernement vont être nommés pour les élections au début du mois d'octobre 2022 au Québec, probablement, ça va être un retour du passeport puis d'autres mesures. Mais bon, je ferai pas de prophétie ici, je vais m'arrêter. Ça, c'est ma tendance liée au signe du Verseau. Moi, je suis Verseau ascendant Balance. Dans mon côté Verseau, je me préoccupe beaucoup de l'avenir. Dans le côté positif, ça m'amène à anticiper des mouvements et avoir une conscience, dans le meilleur des cas, d'avant-garde. Mais dans le pire des cas, comme tout élément, il y a toujours 2 polarités, hein. On peut être à la fois à l'avant-garde puis à s'intéresser, à écouter des films de science-fiction comme je me le faire une fois de temps en temps pour voir certains développements technologiques, à quoi pourrait ressembler la société de demain.
Par contre, en contrepartie, ben ça peut amener à faire de l'anxiété par rapport à l'avenir. Fait que l'avenir, je la garde en suspension. Donc, je la réfléchis pas présentement. Il arrivera ce qui va arriver, c'est tout. Et ce que je voulais vous dire, ben, c'est que tout peut changer, puis ça se passe rarement comme qu'on le pense. Depuis que je suis jeune, je suis régulièrement surpris de la tournure des événements. Donc, on pense qu'il va se passer quelque chose. Tu sais, on peut penser qu'un parti politique va être élu ou sinon ça va être un autre. Puis finalement, c'est un parti politique qu'on s'y attendait pas du tout qui peut gagner des élections. Donc, il peut y avoir des effets de surprise. Sinon, dans un autre ordre d'idée complètement différent, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la vigilance de la conscience peut vous amener à vous intéresser à certains phénomènes au niveau physique. Et dans mon cas, les concours de la vigilance, il y a quelques années, je me souciais de la qualité de l'eau, puis des fois, on a des belles surprises. C'est-à-dire que là, j'ai eu en cadeau de ma mère, c'est un filtre à eau. D'ailleurs, je la remercie pour ça. Ça s'appelle Zero Water. C'est un filtre à plusieurs niveaux pour filtrer, entre autres, là, la présence de plomb dans l'eau, puis de différents métaux lourds qu'on peut retrouver. Et ça vient avec un thermomètre. Et la beauté de la chose, parce que j'avais déjà acheté dans le passé le filtre Brita, puis bon, après un certain délai de temps, il faut le changer. Mais on n'a pas, avec le filtre Brita, de thermomètre qui nous permet de savoir en temps réel à quel moment le filtre doit être changé. Parce qu'il y a trop accumulé de polluants. Puis l'eau, à ce moment-là, est moins bonne, est moins filtrée. Donc, tandis que là, avec le thermomètre de Zero Water, ça c'est en Amérique du Nord, là. J'ai eu droit à un kit. Bon, ben, une fois de temps en temps, je vais regarder l'eau du robinet. Bon, là, dans mon cas, l'eau, il y a du plomb. Ça dépasse la norme qui est présentée comme étant acceptable là, en lien avec le produit Zero Water. Puis aussi, ça permet, une fois que je mets l'eau dans la carafe et filtrée, ben, de regarder là, s'il y a du plomb. Et je fais ça pour améliorer la qualité d'eau que je consomme. Mais on est exposé à plusieurs polluants ici en Amérique du Nord, un peu partout dans le monde. L'eau est polluée et contaminée. Puis, je lisais récemment un article, c'était dans le Journal de Montréal, qui expliquait que les enfants qui consomment de l'eau avec du plomb, ça peut les amener à être hyperactifs. Et aussi, ça peut nuire à leur concentration et nuire à leur rendement scolaire. Alors, je partagerai l'article en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, ça devient utile de se préoccuper de la pollution de l'eau. Et c'est sûr que l'information que je reçois de mon esprit au fil des ans est toujours la même. C'est-à-dire que notre environnement se dégrade pour des raisons de pollution. Au fil des décennies, la vision que j'ai par rapport à l'avenir est toujours la même, c'est-à-dire qu'éventuellement, on va être tellement exposé à de la pollution à travers l'eau, aussi par rapport à ce qu'on va appeler les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire certains produits chimiques qu'on peut retrouver, par exemple, dans les pesticides, dans les ongles, donc les retardateurs de feu. Il y a différents produits de notre environnement qui peut perturber le développement humain, donc entre autres par rapport à des femmes là, qui sont enceintes de fœtus. Ça peut nuire à la santé, développer des problèmes de santé importants, et ainsi de suite. Donc, tu sais, quelqu'un qui veut rester en santé, ça prend de la vigilance. Et c'est sûr que par rapport à ça, les perturbateurs endocriniens, j'ai écouté des documentaires intéressants. Là, vous voyez, là, dans mon enregistrement, là, je tombe un peu plus intellectuel. Là. Je suis moins dans une grosse affaire vibratoire. Et là, je vais vous partager même des notes que j'avais prises dans le lien. Mais il y a une mise en vibration réelle qui a été faite dans mon cas face aux perturbateurs endocriniens que vous pouvez étudier. Vous avez plein de vidéos là-dessus là, sur Internet. Mais c'est parce que ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ça a un impact sur notre santé, d'être renseigné par rapport à ça. Puis bon, quand on est jeune, on nous dit « Ah, ben si vous fumez, si vous prenez de l'alcool en trop grande quantité, de la drogue, ça peut nuire à votre santé. Vous êtes exposé à des poussières d'amiante aussi. »
Ça a pris des décennies avant que ça soit reconnu, là, la cigarette puis d'autres choses. Mais bon, présentement, il y a d'autres menaces. Mais quand que j'étais jeune, on me parlait pas de ça, les perturbateurs endocriniens, là. Non. Donc, autrement dit, c'est quelque chose qui, à mon avis, va être de plus en plus parlé dans l'avenir. Et j'ai écouté des documentaires, puis je me suis fait une petite synthèse par rapport à ça. Donc, je vais vous lire des notes. C'est sûr, je suis un petit peu plus cérébral, là, mais dans un esprit de générosité par rapport à un sujet que j'ai trouvé intéressant à étudier. Puis comme c'est pas encore très, très connu, pas autant que la cigarette ou d'autres choses, bon, ben, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, j'ai écouté des documentaires. Vous allez avoir les liens en bas de l'enregistrement. Et les constats que je fais en lien avec ça sont les suivants. C'est-à-dire qu'il y a des emplois, entre autres, qui vont entraîner une plus grande exposition aux perturbateurs endocriniens qui peuvent amener à développer des problèmes de santé importants. Dans un documentaire, je ris, mais c'est pas drôle. Un enfant qui est exposé à ça se ramassait, mettons, un enfant masculin à développer des seins ou avoir un micro-pénis. Donc, mais ça peut être lié aussi à développer des problèmes assez graves. Là, on parle de cancer, là, tu sais. Bon, les choses, les emplois qui peuvent amener une exposition à des perturbateurs endocriniens, selon ce que j'en comprends en fonction des vidéos que j'ai écoutées, que je partagerai des liens, c'est les emplois d'agriculteurs, naturellement. Quelqu'un qui est ouvrier agricole puis est exposé à journée longue à des pesticides, puis si en plus c'est une femme qui va avoir des enfants, ben c'est sûr que ça peut perturber le fœtus, un peu comme la femme qui va fumer en même temps la cigarette ou qui va boire de l'alcool. Ensuite, préposé à l'entretien ménager. La personne est exposée à ce moment-là à plusieurs produits chimiques de nettoyage. Ensuite, coiffeur ou coiffeuse et esthéticienne. Donc, coiffeur, c'est sûr, les produits pour faire des teintures par rapport aux cheveux peuvent en comporter. Ensuite, esthéticienne, le vernis à ongles. Donc, quelqu'un qui est exposé aux vapeurs de vernis à ongles à journée longue ou exposé aussi avec ses mains à toucher à ça, ben, ça peut avoir un impact. Donc, c'est sûr que ce qui expliquait, bon, idéalement, un commerce de coiffure ou d'esthétique, que ça soit bien aéré, que les gens portent des équipements de protection comme des masques et des gants. Et plus particulièrement, les femmes enceintes ne devraient pas être exposées à de tels produits. Donc, c'est sûr que la source d'exposition qui est très grande, c'est les emplois qui amènent l'exposition des produits chimiques. C'est sûr, si je pose la question à mon esprit, pourquoi qu'on a des produits chimiques qui peuvent nuire à la santé, c'est parce que le mental des individus qui les ont engendrés n'est pas totalement ajusté, puis il y a des questions d'ego puis d'orgueil. Tu sais, la personne, elle n'a pas une vision à long terme de l'impact de ses actions. Elle n'a pas une compréhension multidimensionnelle, ce qui fait que les produits qu'elle va générer ne seront pas ajustés. Puis si la personne est au courant, si on pense à la cigarette, où il y avait des compagnies qui étaient au courant que le tabac était nocif pour des gens, mais qui continuaient pareil à vendre de la cigarette, ce que ça nous dit, c'est que l'appât du gain était plus grand que la volonté de préserver la santé des autres. Autrement dit, le principe de se faire de l'argent parce qu'on a peur d'en manquer est plus grand que le respect de l'homme pour l'homme, de l'être humain pour l'autre être humain. Pourquoi? Ben, parce que la personne est astralisée, puis comme elle a peur de manquer d'argent, ben, elle dit, ben, moi, je vais fermer les yeux sur le fait que la cigarette, c'est nuisible pour la santé de mes clients, puis je vais empocher mon argent, puis que si eux autres étaient à ma place, ils feraient probablement la même chose. Et là, ça devient un cas de conscience ou d'éthique. Et comme les gens ont peur, ben, ils vont accepter de vendre leur âme au diable ou que leur conscience soit corrompue. Est-ce que moi, ma conscience est libre de la corruption? La réponse, c'est non, car si je serais totalement libre de la corruption astrale, probablement que je ne serais pas d'enregistrement présentement. Donc, j'ai encore des choses à ajuster et c'est la raison pour laquelle je parle. Et c'est ça, quelqu'un peut rétorquer, ouais, mais si quelqu'un, c'est vraiment un initié qui vient sur la Terre pour donner l'instruction à l'humanité, est-ce que, dans le fond, la personne elle peut parler une instruction sans qu'elle ait des choses à ajuster? Et moi, j'aurais tout le temps réponse à répondre que non, dans le sens que si quelqu'un vient sur une planète, quand même que la personne soit super consciente, elle a quelque chose d'apprendre ou d'en retirer, car sinon, elle ne viendrait pas ici. Tu sais, ça y apporte vraiment à rien, puis elle fait juste donner une instruction sur la Terre qu'elle maîtrise totalement. Pourquoi que, tu sais, elle fait ça s'il n'y a pas quelque chose à intégrer ou à ajuster? Ça peut être d'intégrer la condition humaine.
Et là, ça devient intéressant à parler. Parce que tout sert. Donc, je me perds un peu. Je vais essayer de garder le focus. Donc, les perturbateurs endocriniens qui amènent, entre autres, une diminution du quotient intellectuel dans le fameux documentaire « Demain, tous crétins », c'est qu'il y a des gens qui font l'observation alarmante qu'au fil des dernières décennies, le quotient intellectuel des gens, de l'ensemble de la population, a tendance à diminuer. Et ça sera en relation, entre autres, l'hypothèse explicative à l'exposition à des produits chimiques toxiques qui nuisent au développement des êtres humains et des individus. Et ça sera en relation, entre autres, avec l'augmentation du nombre d'autistes. Donc, les cas d'autistes, aujourd'hui, ça a augmenté des déficits de l'attention, alors qu'il y a 20, 30 ans ou 50 ans, on n'entendait pas autant parler. Il y a des gens qui vont dire, aujourd'hui, on diagnostique plus, les critères sont rendus plus stricts pour porter un diagnostic. Sont rendus plus ouverts, pour des choses qu'on prenait comme anodin. Là, on prend ça au sérieux, puis on inclut ça dans un diagnostic parce qu'il y a une sensibilité plus grande aux défaillances de la psychologie de l'individu et ses fonctions cognitives. Oui, ça peut être possible que la sensibilité des gens plus grande aux autres amène à avoir plus clarté certaines problématiques qui passaient sur le radar. Dans le sens qu'autrefois, par exemple, des gens qui étaient victimes de violences psychologiques, on n'en parlait pas. Ce qui était parlé, c'était la violence physique. Puis avant que ça soit parlé, la violence physique, les gens étaient victimes de violences physiques et psychologiques, puis ça se parlait pas. À un moment donné, socialement, la société en Occident a décidé que les enfants qui sont victimes de violences physiques de la part des parents, c'était plus acceptable. Mais ils fermaient les yeux sur la violence psychologique. J'avais déjà parlé avec un gars qui... dans le fond, était victime de violences psychologiques, puis qui était famille d'accueil pour la DPJ, sa famille. Là, j'ai failli tomber sur le derrière. Donc, il recueillait des gens qui étaient victimes de violences physiques pour que sa famille, qui le faisait subir de la violence psychologique, les accueille. Et la raison qu'il me donnait, c'est un monsieur avancé en âge quand même, là, il n'y a pas 20 ans, là, il était avancé en âge avec lequel j'ai parlé. Ce qu'il m'expliquait, c'est que au niveau de la protection de la jeunesse ici au Québec, il préférait à ce que un enfant ne soit pas victime de violences physiques, quitte à ce qu'il soit exposé à la violence psychique, mais au moins avoir un toit, qu'être dans la rue. Là, je comprends que c'est le moindre mal, tu sais, au lieu que la personne se ramasse itinérante. Elle est mieux dans une famille qui va avoir de la violence physique, mais pas psychologique, mais pas physique. Mais encore là, c'est pas tout à fait ajusté. Aujourd'hui, on regarde ça avec le recul, puis on trouve ça abominable. Donc, le moindre mal, à une époque, c'était au début, il tolérait la violence physique, psychologique, ensuite la violence physique, violence psychologique. Puis là, après ça, on s'est mis à étudier plus des conditions comme le trouble de déficit de l'attention, l'autisme, différentes problématiques, puis donner des ressources, etc. Donc, une sensibilité plus grande par rapport à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de diagnostics qui sont faits. Des fois, je me demande si c'est pas à outrance, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je vais revenir à mon sujet, puis je vais essayer de me concentrer. Donc, les perturbateurs endocriniens peuvent nuire au quotient intellectuel puis à la santé en général. Bon, c'est sûr que quelqu'un peut, dans un premier temps, éviter d'être exposé en emploi. Ensuite, éviter les lieux qui exposent directement les gens, par exemple à un agriculteur qui fait de l'agriculture intensive là, avec des pesticides, ou ce qui sont régulièrement, la personne est régulièrement exposée. Ensuite, éviter de consommer des produits en comportant, par exemple des légumes qui sont arrosés aux pesticides. C'est sûr qu'idéalement, manger biologique à la place, mais encore faut-il avoir l'argent pour acheter des légumes de type biologique qui habituellement coûtent plus cher. Ensuite, éviter, c'est sûr, utiliser du vernis à ongles. Moi, ça, j'en porte pas. Des teintures non plus. Il y a sorti des sortes de shampoings, des nettoyants à la maison qui peuvent en comporter. Sinon, sur le plan éthique, éviter d'encourager les entreprises qui amènent la production de perturbateurs endocriniens parce que ça se diffuse un peu partout dans l'environnement. Une fois que c'est diffusé dans l'air, ensuite, ça peut retomber au sol, un peu comme les pesticides. Donc, quelqu'un qui arrose un champ et avec les eaux de pluie, c'est envoyé dans le ruisseau qui est proche du champ. Puis là, les gens qui vont faire de la pêche aux poissons par rapport au champ qui se situe, par rapport au ruisseau qui se situe proche du champ, ils peuvent se contaminer parce que si le poisson en mange, puis les autres mangent le poisson, ils vont se contaminer. Tout est interrelié.
Et puis c'est sûr que quand on regarde les pesticides, c'est quoi? Ben, c'est des produits qui sont faits pour la plupart d'entre eux pour tuer des insectes en agissant sur leur cerveau, en attaquant leur fonctionnement. Donc, ils sont neurotoxiques. Puis là, quand tu t'arrêtes à ça, puis tu te dis, OK, le pesticide cherche à tuer l'insecte, puis il est neurotoxique. Et si quelqu'un est exposé à un perturbateur endocrinien, puis ça a un impact sur son système nerveux ou son système cognitif, ça devient comme logique. C'est une espèce de... fait penser un petit peu à une espèce de notion de retour karmique. Quelqu'un s'en prend à un autre être vivant pour le contaminer, puis finalement, lui-même se voit exposé au même problème de contamination. Puis s'il en prend trop en grande dose, ben là, il peut développer des problèmes de santé en lien avec ça. Mais sinon, l'utilisation des perturbateurs endocriniens vue à un autre niveau, ça amène une forme de darwinisme social. Une belle expression pour dire que ce sont habituellement les gens les plus pauvres de la société qui vont faire du travail c'est souvent faiblement rémunéré par rapport aux professions auxquelles je mentionnais tantôt, comme préposé à l'entretien ménager, ensuite agriculteur ou ouvrier agricole, ensuite les gens qui vont travailler aussi comme coiffeurs ou esthéticiennes. Habituellement, c'est pas du monde qui sont millionnaires. Donc, eux autres sont exposés à des produits chimiques qui peuvent nuire à leur santé, nuire à la fertilité, nuire à leur progéniture, qui peuvent développer des problèmes de santé par la suite. Et donc, ça crée une espèce de cercle vicieux. Parce que, dans le fond, ces gens-là, ça peut les empêcher de sortir d'une condition de pauvreté. Dans leur reportage qui s'intitule « Demain, tous crétins », que je vous propose de regarder, je mettrai le lien en bas de l'enregistrement à présent, il était question que par rapport à des ouvriers agricoles qui étaient exposés à des pesticides, il y avait leur famille qui vivait proche des champs qui étaient arrosés régulièrement de pesticides. Et à ce moment-là, le nombre de jeunes enfants atteints d'autisme était nettement plus élevé que la population en général, selon la vidéo là, Demain tous crétins, parce que, dans le fond, les pesticides amenaient une perturbation de leur développement alors qu'ils étaient des fœtus ou des jeunes enfants. Et à ce moment-là, ces gens-là, naturellement, qui sont atteints d'autisme, ils ont besoin de plus de soins. Mais là, si la personne est pauvre parce qu'elle est agricultrice puis elle n'est pas multimillionnaire, puis elle n'a pas l'argent pour payer l'adaptation scolaire à ses enfants, ou le réseau scolaire est pourri puis il ne donne pas accès aux ressources, ou il y a des délais de plusieurs mois, la personne est dans le pétrin. Puis là, l'enfant qui a de la difficulté à se développer sur le plan scolaire, à ce moment-là, il ne fera pas des grosses études à l'université où ça va être très compliqué. C'est la difficulté à avoir accès aux ressources. Fait que probablement qu'il va être obligé de faire un métier avec des tâches qui sont simples, donc peut-être ouvrier agricole, s'il en a la capacité. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée, au niveau social, le maintien d'individus d'une génération en génération dans une situation d'être au bas de l'échelle, dans une situation de pauvreté. Et les gens qui sont plus riches puis qui bénéficient des produits de l'agriculture, mais qui n'ont pas été exposés aux pesticides en travaillant comme ouvriers agricoles, eux autres ne subissent pas directement cette condition, mais indirectement, s'ils mangent les légumes qu'ils produisent, sont exposés à un certain dosage, à certains pesticides. Et de toute façon, ce qui arrive aussi, c'est que les premières personnes qui vont être touchées par rapport à ça, c'est les gens les plus vulnérables de la société, qui sont exposés aux produits chimiques, mais par la suite, c'est l'ensemble de la société. En fin de compte, parce que les produits ils se diffusent dans l'eau, les airs, etc. Donc, c'est une contamination qui s'opère, puis ça nuit déjà à la fertilité de certaines personnes. Ça nuit aux grossesses. Ensuite, ça nuit au développement normal du fœtus. Et c'est sûr que éventuellement, cette condition évolutive qui est liée à l'utilisation des perturbateurs endocriniens devrait être corrigée par les individus nouveaux qui auront à le faire. Bon, c'est sûr qu'à une échelle individuelle, il y a des choix de consommation qui peuvent se faire dans le sens de ne pas encourager les produits qui comportent des pesticides.
Il y a différentes actions à différents niveaux. De toute façon, moi, mon mandat, c'est pas de réformer le collectif. J'ai pas la vibration pour ça. J'ai à agir à mon niveau, puis d'observer qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas parce qu'on nous parle pas de ça quand on est jeune à l'école. À mon avis, on devrait le faire. T'sais. On devrait dire aux jeunes, ben écoutez, si vous avez l'intention d'avoir des enfants, ou si vous voulez rester en santé longtemps, ben puis vous travaillez dans l'agriculture, idéalement, ou dans d'autres secteurs, utilisez les équipements de protection adéquats, que ce soit des gants, des masques, etc. Mais c'est sûr qu'on peut toujours creuser, dans le sens que au niveau de l'esprit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il y a des raisons de karma et de programmation. En fait, le point que je voulais faire par rapport à ça, c'est sûr que si la personne est consciente que l'intégrité, l'âme en tant que telle est consciente que l'intégrité du fœtus qu'elle va incarner est compromise, et que l'âme, pour des raisons de karma, incarne un fœtus, alors qu'elle sait très bien que, bon, les deux parents ont une génétique qui a été contaminée par des produits chimiques, qui va faire en sorte que, par la suite, l'âme va avoir un corps qui va être affecté par des perturbateurs endocriniens, et puis à 50, à quelque part, elle a à vivre une programmation en lien avec ça. Et c'est sûr que, dans le fond, il n'y a pas de hasard. Tu sais, si un enfant naît dans des conditions abominables ou des conditions très riches ou peu importe, il y a des raisons de programmation derrière ça. Et c'est sûr qu'on peut poser la question à l'esprit. Pourquoi que telle personne vit ça ou telle autre? Mais fondamentalement, ce qui est utile, c'est de comprendre pourquoi qu'on vit sur une planète expérimentale comme la nôtre. C'est sûr que moi, quand que je regarde toute la pollution qu'on connaît, s'il y a des abonnés en passant Netflix, je vous propose d'écouter le film qui s'intitule « Au trouble », qui est par rapport à une entreprise aux États-Unis qui a contaminé l'environnement avec des produits chimiques. Et il est question que la toile, c'est-à-dire le poêlon Teflon, avec la substance qui empêche, par exemple, à l'œuf de coller sur le poêlon. Bon, quand ça a été développé à l'origine, ça comportait un produit qui, si chauffé à certaines températures, ça peut être toxique pour l'individu. Et c'est sûr que si on s'entend, si ça se dégage du poêlon, puis on mange l'œuf, puis l'œuf est induit du produit, puis c'est nuisible pour la santé, on se contamine progressivement en utilisant le Teflon qui se rapporte par rapport à ça. Et donc, en lien avec une substance chimique. Donc, il y a un très beau vidéo là, par rapport à ça. C'est un film qui est très captivant par rapport à des démarches juridiques. Et là, l'avocat fait la démonstration que l'entreprise, selon la vidéo Dupont aux États-Unis, était consciente que le produit qui était mis par rapport au poêlon Teflon, entre autres, puis il y a d'autres produits qui en comportent aussi, en termes de revêtement, étaient toxiques, mais qui ont laissé faire pareil. Et après ça, ça se retrouve dans l'environnement. Il y a eu des animaux qui ont été contaminés. Là. On parle entre autres de vaches, de l'eau potable de contaminée d'une petite municipalité aussi, et ainsi de suite, dans le documentaire. Donc, c'est un documentaire très intéressant, mais ça fait voir le dédale évolutif dans lequel on se trouve, où l'être humain fait des expériences avec des produits chimiques, puis contamine les autres. Donc, résultat, il faut être extrêmement vigilant par rapport à tous les produits qui nous entourent. Et c'est sûr que j'écoutais récemment l'épicerie, puis il y avait dans une vidéo, en fait, il était question que, si vous voyez que par rapport au savon à vaisselle ou d'autres produits, c'est indiqué éviter le contact avec la peau où ça peut amener une irritation des yeux ou de la peau, posez-vous des questions. C'est parce que le produit a un impact par rapport à soi. Puis là, j'ai changé mon savon pour un savon écologique là, à vaisselle. Puis là, il n'y a pas de mise en garde comme ça. Donc, même chose pour certains produits pour faire du ménage. Donc, c'est sûr que si ça marque consulter un centre antipoison si vous en absorbez en grande quantité, puis c'est du savon à vaisselle, et vous nettoyez vos ustensiles avec du savon à vaisselle, puis on s'entend de l'eau de vaisselle, vous risquez d'en boire et d'en absorber par la suite. Parce que, vous pouvez essuyer, mais il peut en rester encore des traces, posez-vous des questions. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est que cette éducation-là, par rapport aux produits, les perturbateurs endocriniens,
le savon à vaisselle, les détergents, l'eau par rapport au plomb. C'est toutes des choses que, quand j'étais jeune, je n'avais pas appris ça à l'école. Puis là, il faut faire des démarches, puis il faut se renseigner. Puis là, j'ai été une boutique écologique, puis là, j'ai acheté du savon à vaisselle. Puis là, j'ai réalisé que, bon, le détergent à lessive aussi, il faudrait que je le change. Là, c'est tout le temps de se réajuster à un autre état de compréhension. Alors que par défaut, bon, le savon à vaisselle que ma mère utilisait ou les membres de ma famille, bon, souvent sur le pilote automatique, on fait du copier-coller, on reproduit les comportements de consommation par rapport aux produits ménagers achetés par les parents. Dans ce cas-là, il faut faire autre chose. Et ça demande de l'ajustement. Ça demande de l'énergie, mais quand on a une conscience qui est vigilante, ben, à un moment donné, il faut aller de l'avant par rapport à certaines choses. Mais tout ça, ce que je déplore, c'est qu'à un moment donné, les gens vont à se réveiller collectivement. C'est-à-dire qu'on déverse plein de produits chimiques toxiques dans l'environnement depuis des décennies, et tout ça sous la peau du gain, puis on dit « Ah, à un moment donné, dans les générations futures, ils vont régler le problème. » Mais non. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Et aussi, je trouvais ça intéressant. Je vais vous partager ça aussi. J'ai écouté la vidéo récemment d'Elisabeth de Caligny par rapport c'est un gars en Afrique qui, lui, il s'appelle Credo Mutois. Fait que lui, par rapport à lui, ce que je trouvais intéressant, c'est que, bon, Elisabeth Caligny, c'est une conteuse. Dans l'enregistrement précédent, je faisais référence à Tycho Xavier. Là, j'écoutais sur Credo Mutois. Bon, c'est un gars en Afrique, il dit avoir des contacts avec extraterrestres, c'est un guérisseur. Puis lui, ce qu'il expliquait, puis c'est pourquoi que j'en parle, c'est que il disait les extraterrestres, entre autres les petits gris, puis d'autres aussi qui contactent des gens, ils vont dire aux gens « c'est important le respect de l'environnement ». Puis là, les gens vont interpréter ça comme « il y a une conscience plus élevée que la nôtre, ils veulent qu'on soit en santé, il y a une conscience plus vaste de l'interconnexion des espèces et tout. » Puis il dit « Ben non, c'est pas ça pantoute. Eux autres, qui sont intéressés à ce que vous ayez des corps biologiques en santé, parce que si vous prélevez du sperme ou des ovules, ben à ce moment-là, ils veulent que votre matériel génétique soit viable pour l'utiliser. C'est pas de l'amour face à la nature ou de l'amour altruiste à l'égard de l'environnement. C'est tout simplement par pur intérêt égoïste par rapport à leur qualité de spécimen. C'est un petit peu comme un être humain qui veut que ses souris soient en santé. Parce que si ces souris sont malades puis il a besoin de leur prélever des ovules ou etc., ben, il sait que le matériel génétique risque d'être corrompu. Fait que là, à ce moment-là, quand tu écoutes ça, tu peux, dans le fond, vivre un choc. Moi, j'ai eu un choc parce que depuis le départ, puis beaucoup de gens de haute spiritualité qui vont parler des extraterrestres comme étant les bienfaiteurs de l'humanité, en disant, bon, quelqu'un qui vit un contact avec les extraterrestres, un peu comme quelqu'un qui vit un phénomène de mort imminente, vivrait un phénomène d'expansion de conscience, où la personne a un plus grand souci des valeurs humaines, de l'égalité, de la justice et du respect de l'environnement. Et on verrait ça comme étant les extraterrestres qui créent une ouverture d'esprit à une valeur qui amène l'individu dans un développement de conscience qui est beau. Et là, il dit non. Eux autres, ce qui leur intéresse, c'est que vous ayez une qualité génétique adéquate, surtout s'ils font des croisements entre les extraterrestres et les êtres humains. Donc, si le matériel génétique des êtres humains est corrompu parce qu'il est exposé à des produits chimiques toxiques, ou à des perturbateurs endocriniens, si on déduit l'essentiel de son propos, ben eux autres, ça fait pas leur affaire. Fait qu'eux autres, leur affaire, c'est que vous arrêtez de polluer, non pas pour sauver la nature ou par un principe d'amour par rapport à la vie en général, d'expansion de conscience, mais tout simplement par intérêt d'avoir des spécimens qui soient en santé pour que s'ils prélèvent des ovules ou ils fécondent des femmes, puis ils créent des hybrides sur le plan génétique entre des êtres humains puis des extraterrestres, que les hybrides soient viables. Donc, que la génétique de l'être humain soit propice à des expérimentations qui donnent place à de la fertilité, parce que si l'être humain, au fil des décennies, devient tellement pollué par des perturbateurs endocriniens puis des produits chimiques toxiques qui sont relâchés ici et là dans la nature, que l'être humain devient stérile, ben eux autres, ça ne servira plus à rien de faire des abductions ou de kidnapper des êtres humains temporairement pour leur prélever du sperme ou des ovules ou leur implanter des fœtus. Ça sera plus utile. Fait qu'en vertu de ça, ils peuvent dire puis induire l'idée dans la pensée de l'être humain qu'il
faut qu'il respecte l'environnement. Puis là, l'être humain, sous hypnose, va rencontrer quelqu'un, puis il va dire, l'extraterrestre m'a dit c'est important de respecter la nature. Et l'hypnothérapeute peut dire, regardez, les extraterrestres ont un grand souci pour la vie des êtres humains. C'est des êtres vraiment d'amour, altruistes. Alors qu'en réalité, c'est pas nécessairement le cas. Mais en même temps, il peut exister d'autres types d'êtres extraterrestres qui ont des intentions réellement bienveillantes par rapport à l'humanité. Mais ça, c'est le sujet de discussion. Et de toute façon, l'individu face aux phénomènes extraterrestres, comme n'importe quel phénomène ou entité qui existe dans le cosmos, l'important, c'est de faire preuve d'esprit critique par rapport à tout ce qui peut être dit, ne pas adhérer spontanément aux formes et de vérifier vibratoirement qu'est-ce qu'il y en est réellement pour pas se faire avoir, pour pas se faire manipuler par de belles paroles ou de belles pensées induites dans l'esprit. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas intelligent de polluer l'environnement et que l'être humain a des corps qui soient pollués, qui l'amènent progressivement à avoir des problèmes de fertilité ou de santé importants. Ça, c'est clair. Bon, j'ai parlé un peu des perturbateurs endocriniens et des produits chimiques parce qu'on vit dans une situation où il y a de plus en plus de produits chimiques. La façon que je vois les choses, c'est qu'au fil des décennies, des générations, de plus en plus de gens vont devenir stériles. Ce qui va faire en sorte que, les techniques de fécondation assistée, in vitro et autres, ça va être les gens qui ont l'autorisation des autorités gouvernementales. Et si on met en place un système de crédit social, c'est les gens qui sont jugés par le gouvernement comme étant de bons parents potentiels, de bons citoyens, qui vont avoir les unités de crédit et la cote de crédit requise pour avoir une permission, un permis de donner naissance à un enfant par des voies gouvernementales assistées. D'ailleurs, présentement au Québec, on voit que, par exemple, quelqu'un qui fait faire de l'insémination parce qu'il y a des problèmes de fertilité, les frais peuvent être remboursés en partie par le gouvernement, par rapport à des programmes de procréation assistée. Puis là, je vois une voie qui peut se dessiner en lien avec le crédit social, un peu comme les gens qui ont en Chine où chaque interaction est surveillée. Puis si ça correspond à la moralité sociale, la personne gagne des points. Puis elle est évaluée comme étant une bonne citoyenne qui a le droit de se reproduire. Ça peut être un scénario, mais, comme je le disais tantôt, il peut y avoir des surprises puis différentes choses qui arrivent. Quoi qu'il en soit, que je voulais mentionner par rapport à ça, si les gens ont un souci de leur santé puis sont mis en vibration par rapport à ça, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils consomment. Des fois, ça fait des années qu'on utilise des produits chimiques. Moi-même, j'utilisais le même savon à vaisselle. Puis à un moment donné, tu regardes la description, avertissement, si vous en consommez, allez dans un centre antipoison, etc. Il faut voir à quel point c'est bon pour la santé. Et c'est à l'individu qui est mis en vibration par l'esprit pour être en santé. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a des gens qui vont être mis très en vibration pour se soucier de la santé, d'autres non. Ça dépend qu'est-ce qu'ils vont accomplir. C'est quoi leur séjour sur Terre. Tu sais, si la personne a sa programmation est programmée pour vivre sur la Terre jusqu'à 50 ans, ça sert pas à grand-chose qu'à nécessairement un souci maniaque de la santé comme quelqu'un qui va se rendre jusqu'à 100 ans. Donc, tout ça est à contextualiser. Tu sais, c'est comme j'ai un ami qui est mort à 56 ans puis il fumait le cigare. Lui, ça ferait peut-être pas grand-chose d'avoir un souci maniaque par rapport à la santé ou d'étudier en détail c'est quoi les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques, dans le fond, qui sont ingérés en plusieurs doses qui peuvent amener à développer des cancers et autres. Tout le temps, c'est une question de contexte et de mise en vibration. Et l'intelligence de l'individu puis de l'ego qui s'ajuste à l'esprit puis qui se maintient dans l'ajustement de conscience, c'est d'agir en conséquence. Donc, comme disait Daniel Ménard, qui était l'intérieur de Bernard de Montréal, ça revient au principe de vibrer puis d'agir pour faire ce qui est intelligent. Sinon, ce que je veux mentionner, c'est qu'il est possible que la grande surprise que les gens vivent, c'est qu'il y a une masse critique rapide soit atteinte de gens qui ne veulent plus être exposés à des produits chimiques qui sont toxiques, qui sont des perturbateurs endocriniens qui nuisent à la santé, aux grossesses, aux fœtus et aussi à la fertilité des humains. Donc, c'est une masse critique rapide, grandissante, que les gens disent non par rapport à l'exposition à ces produits-là, arrêter de consommer aussi des produits qui en impliquent, à ce moment-là, il y aura peut-être un changement de l'industrie chimique
rapide qui va être entamée, puis une dépollution aussi de la terre en lien avec ça. Donc, qu'il y ait des actions qui soient mises en place là, pour que ça arrête d'utiliser ces produits-là. Puis il y a un changement. Il y a eu des changements qui ont eu cours. Par exemple, la cigarette. Bon, ben avant, c'était permis dans les lieux publics au Québec, comme les restaurants, les gens fumaient dans les écoles, dans les cinémas, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est plus permis. Il y a des changements qui peuvent s'opérer. Donc, si les gens se conscientisent par rapport à ça, ça, c'est au niveau collectif. Mais que le collectif se conscientise ou pas par rapport à l'exposition des produits chimiques, ça y appartient. Moi, ce qui m'appartient individuellement, c'est que si j'ai à agir pour ne pas être exposé à ces produits chimiques-là, ben, prendre mes précautions. Comme je sais que, par exemple, il y a des fruits, que ce soit les raisins ou les fraises, bon, ben, on retrouve davantage de pesticides par rapport à ces fruits-là que d'autres fruits. Bon, ben, c'est de consommer en conséquence si j'en ai la vibration naturellement. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, sur ces considérations, je vais mettre fin à cet enregistrement audio. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.